Ah d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas démissionné. Alors, on a trouvé des islamistes, avec le même 60 ans en arrière, quasiment. Vous nous donnez ici une nouvelle édition de ce travail que vous avez réalisé au fur et à mesure de votre existence, cinquantenaire du 17 octobre 1961 à Paris, droit d'évocation et de souvenance. Je vous propose qu'on articule nos échanges, qui vont durer 15 minutes, sur deux moments. D'abord, comment se fait-il que vous soyez à l'organisation de cette très grande manifestation? Quel est l'itinéraire qui vous conduit alors à ce moment-là? Et ensuite, on verra pour la deuxième partie après, et sur la fabrication de ce livre, qui est un recueil, à mon sens, extrêmement important. Merci de m'avoir invité déjà pour donner à l'honorable assistant justement mon témoignage encore vivant sur cet événement historique qui a été occulté, je dis bien occulté pendant 50 ans, je le dis bien. Mais je crois à la finalité justement de cet événement, puisqu'il est reconnu officiellement le 17 octobre 2012 par Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande. Il est reconnu comme étant quand même un événement important, puisqu'il parle de la sanglante répression des manifestations pacifiques du 17 octobre 61. Je ne veux pas justement y aller en même temps. Cette reconnaissance officielle, justement, elle a été ratifiée même par le Sénat français, donc ça lui donne encore plus de consistance malgré le Président de la République. Mais je suis très heureux de me retrouver ici aujourd'hui et d'avoir laissé un témoignage vivant, parce que la plupart de nos militants, de nos responsables, ils sont disparus, sont laissés d'écrits. Et ben, les générations futures n'auront pas l'occasion de connaître la vraie histoire. Bon, les historiens, ils ont écrit, mais ils ont écrit sur la base des témoignages, des écrits. Moi-même, tous les historiens qui ont écrit sur cet événement, plus particulièrement Jean Lequinaudy, qui m'a préfacé le livre. Donc je lui ai donné pas mal d'archives à l'époque, de témoignages qu'il a mis dans ses livres, les 3 tomes qu'il a écrits sur le 17 octobre 61. Et ben moi, ce que je peux dire, parce que l'événement 17 octobre 67, c'était une grande bataille. D'ailleurs, Jean Lequinaudy, dans son premier livre, qu'il a édité en 1991, Bataille de Paris, donc il lui a donné vraiment l'appellation qu'il fallait. C'est une bataille politique, bien sûr. Il s'agit d'une manifestation, d'une marche pacifique, je précise bien, qui s'est déroulée en plein Paris. Pourquoi? Nous, FLN, à l'époque, j'étais responsable au niveau de la rive gauche, parce que Paris, à l'époque, le FLN, la structure du FLN, la rive droite c'était une wilaya et la rive gauche c'est une wilaya. Et ben quand on dit wilaya, à l'époque la rive gauche il y a 9 arrondissements et toute la banlieue jusqu'à Melun. Et nous avons dans notre effectif à l'époque, moi je fais partie du bureau, ça veut dire de la wilaya, du comité de wilaya qui chapeaute justement cette région. Et ben nous avions quand même dans notre effectif 43 000, je précise bien, militantes et militants structurés chez nous. Et dans l'autre côté, la rive droite, il y avait plus 50 000 parce qu'il y a plus d'émigrés de l'autre côté. Donc cette manifestation, elle a été provoquée, nous on ne l'a jamais programmée dans nos activités, elle a été provoquée par la décision du gouvernement français, je le dis bien, M. Maurice Papon, qui était préfet de police à l'époque, eh ben, il a pris la décision, mais en accord avec Roger Frey, qui est ministre de l'Intérieur, avec Michel Debré, Premier ministre, et avec le général de Gaulle, qui était président de la République. Mais Papon, il a exécuté à sa manière, justement, cette décision. Eh ben, il y a eu un couvre-feu. Il y a eu un couvre-feu raciste, c'est ce qui nous a poussé à organiser cette marche pacifique. Eh bien, ce couvre-feu, c'est le deuxième couvre-feu, je le précise bien, parce que la plupart des jeunes, même d'autres, ne connaissent pas. Il y a eu le premier couvre-feu qui a été décrété par Maurice Papon le 1er septembre 1958. Alors en disant que, quand il est rappelé de Constantine, il était préfet de Constantine à l'époque, il a été ramené à Paris par Michel Debré et Roger Frey, bien sûr.
Et ben, donc le premier couvre-feu du 1er septembre 58, nous on n'a pas tenu compte. On a fait sortir nos militants, quelle que soit l'issue. Mais au bout de 2-3 jours, il a flanché, et nous on a continué à sortir, on a bravé ce couvre-feu, parce qu'il y a eu des Italiens, des Espagnols qui ont le même temps que nous. Ils étaient agressés la nuit parce qu'ils sortaient, ceux-là ils n'ont rien à voir, mais ils les prenaient pour des Algériens. Donc ça un peu, la médiatisation a joué pour que cette décision soit... Alors le deuxième couvre-feu, maintenant je parle 4 ans après, quand De Gaulle a pris le pouvoir bien sûr, le deuxième couvre-feu il a été décrété le 5 octobre 1961, mais cette fois-ci un couvre-feu musclé, je dirais le mot, parce que Papon a préparé quand même 7000 policiers qu'il a mobilisés. Tout ce que je vous dis, ils sont dans les archives, je n'ai pas inventé. 7000 policiers et 1400 gendarmes, plus les harkis, c'est connu justement. Et bien ceux-là, ils étaient préparés au cas où les Algériens vont braver ce couvre-feu, et ben ils vont faire face de la manière dont tout le monde connaît maintenant. Et ben donc ce deuxième couvre-feu nous a surpris, nous, en tant que responsables au niveau de Paris, il nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à une décision comme ça. Il nous prenait à l'époque, et encore dans le communiqué de Maurice Papon, il a mis, qu'est-ce qu'il a dit? Les Français musulmans algériens nous sont devenus des FMA maintenant, 4 ans après. Français musulmans algériens n'ont pas le droit, sont invités, on est invités comme dit à une fête, sont invités à ne pas sortir, etc. de 20h30 jusqu'à 5h30 du matin. Et bien cette décision nous a un peu surpris nous en tant que responsables, parce qu'on ne travaillait que de nuit, parce que le jour, les travailleurs, c'est la nuit où on se réunit pour donner des informations, pour ramasser l'argent. Et bien commence à être étouffé de cette décision. On ne peut pas sortir parce que cette fois-ci, celui qui sort, il est mort. Puisque le couvre-feu, c'est ça la finalité de la chose. Et bien nous, on a écrit, moi, je parle de moi, j'ai horreur de dire moi, nous, parce que la révolution algérienne, elle est collégiale. Il n'y a pas eu de chef. C'est pour ça qu'elle a réussi d'ailleurs. Et bien donc, on a écrit des rapports à nos responsables qui se trouvaient en Allemagne, comité fédéral. Bon, j'ai trouvé un des membres tout à l'heure, Ali Haroun, elle était là. On leur a écrit en leur disant la situation est catastrophique. Si on continue comme ça, l'organisation va s'étouffer. Et bien alors on a proposé, nous, c'est la base qui propose et nous on transmet. On a proposé 2 solutions. Soit nous autoriser à sortir avec nos armes, parce qu'on a des militants armés qui s'occupent des harkis, etc. Ce n'est pas le peuple français qui est concerné. Et bien, soit on sort nos flingues, comme dit l'autre, avec nos militants pour les commissariats et tous ceux qui veulent nous barrer la route, ou vous nous autorisez à sortir quand même, à braver ce couvre-feu d'une manière pacifique. Et bien, ils ont opté pour cette solution. Et bien, le 10 octobre, on a reçu la directive, justement, d'autoriser à sortir, mais à sortir le 17, la date butoir c'était le 17, et bien pour sortir, hommes, femmes, enfants, même les poussettes, même les enfants doivent être dans la rue, dans les grandes artères de Paris. Ce n'est pas dans l'banlieue qu'on va tourner. Et bien donc cette directive, on l'a transmise à la base, et bien ils ont pris acte puisqu'ils s'attendaient justement à une décision comme ça. Donc on n'a pas, parce qu'il y en a qui disent qu'on a forcé le militant algérien, l'Algérien, là où il est, quand il adhère au FLN, il adhère pour mourir. Ce n'est pas parce que c'est pour la liberté. Et bien donc le 17, comme tout le monde le sait, tout le monde est sorti la nuit avec des poussettes. On a des photos, vous avez des archives, vous avez tout. D'ailleurs dans le livre, j'ai scanné toutes les photos anciennes pour démontrer que ça n'a pas été fait d'une manière comme ça à l'aveuglette. Donc nous, on a donné ordre, donc tout le monde est sorti le 17 octobre. Maintenant, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on parle maintenant de comment les massacres et tout ce qui s'ensuit, mais maintenant que la finalité de la chose, puisque monsieur le président de la République a reconnu cet événement, qui est quand même très important, qui s'est passé dans l'enceinte de Paris, Paris qu'on considère comme toujours, hein, Paris capitale des droits de l'homme, Paris miroir du monde. Donc vu les massacres de cette nuit et des nuits qui ont
suivi. Et dans le livre, j'ai mis d'ailleurs la page du livre, j'ai mis symboliquement, j'ai mis la photo de Fatima Beddar, la lycéenne de 15 ans. Tout à fait. Justement. De 15 ans qui a été jetée à la Seine, justement ce 17 octobre, c'est symbolique. Et j'ai mis même dans la page du livre la première plaque, je dis la première plaque de M. Delarnoux, le maire de Paris, qui a posé en Pont-Saint-Michel. Et ben, elle est initiale, elle est là. Et Fatima Beddar, j'ai consacré un chapitre spécialement sur cette lycéenne. Le frère, il est devant moi, justement, il avait 5 ans à l'époque, et maintenant c'est elle qui l'a amené à l'école, donc lui, il a raconté l'histoire. Et ben, un chapitre encore spécial pour les femmes, parce que notre révolution, soit en Algérie ou en France, ce n'est pas que les hommes qui ont fait la révolution, sans les femmes, je l'ai dit hautement à toutes les autorités, sans les femmes, notre révolution n'aurait pas réussi. Parce que c'est elles qui servent de liaison de toutes les actions qu'il fallait faire. Donc, mon livre, je ne prétends pas être un écrivain ni un historien, je suis un acteur vivant de cet événement. Et ben, je voulais laisser une trace justement de cet événement. Merci beaucoup. Il y a beaucoup plus qu'une trace. C'est-à-dire qu'on a ici un ouvrage dans lequel il y a énormément de facsimilés. Il y a des informations extrêmement précises. C'est quelque chose qui va même au-delà du témoignage. On a des traces pour l'histoire, on a des documents pour l'histoire. Et c'est tout à fait essentiel. Je crois que c'est surtout une très très grande leçon par rapport à ces oublis et à ces occultations d'un certain nombre de temps. Il y en a d'autres, des oublis. Voilà, les oublis, je vous dis l'histoire, c'est comme ça, l'histoire, comme on dit, l'histoire déjà mange ses hommes, comme on a toujours dit. Alors donc maintenant, si je me suis mis moi, je dis moi, je reviens parce que à écrire un témoignage de ce que j'ai vécu, c'est pour que cette jeunesse, les générations futures, la postérité, connaissent un peu cette histoire en vérité. Parce que Jean-Luc Hinault, il a écrit 3 livres, et d'autres, je ne vais pas les citer, ils sont nombreux, ils ont écrit, mais sur la base des témoignages, il y a des témoignages erronés, donc ces témoignages, il y a des archives que j'ai données moi-même à M. Jean-Luc Hinault, qui devenait un ami d'ailleurs, les archives de l'époque qu'il a scannées dans son livre, et maintenant, moi je les ai repris chez moi. Comme m'avait dit lui-même, c'est la première fois, je n'ai pas la prétention de le dire, j'ai horreur de dire moi, c'est la première fois, j'ai contacté tous mes compagnons de l'époque, etc., pour on se met d'accord pour écrire nous-mêmes. Chacun écrit ce qu'il a vécu. Ce n'est pas les historiens, c'est normal qu'ils écrivent, mais nous, et ben, personne n'a répondu. Et ben, je me suis mis personnellement, avec les moyens intellectuels que j'avais, qui sont très limités, pour écrire justement ce livre avec tous les documents scannés de l'époque à l'appui pour justifier ce que j'ai dit. Encore, j'ai parlé uniquement de la rive gauche où j'étais. Je n'ai pas parlé de l'autre côté, parce que chacun doit parler de ce qu'il a vécu pour que l'histoire soit connue. Et ben, la rive gauche, voilà, je l'ai dit d'une manière, j'ai scanné même la photo de mes compagnons, qui étaient vivants et même morts. Et ben, cette bataille de Paris, je le dis hautement, je l'ai dit même en Algérie, je n'ai pas rien à cacher, c'est la dernière bataille de la révolution algérienne. Il s'est passé à Paris, et ben c'est la dernière bataille, je le donne d'une manière claire et précise. Le 17 octobre a eu lieu, et ben 28 octobre, une semaine après, le général de Gaulle a demandé, par le biais du gouvernement suisse, de reprendre contact avec le GPRA, parce qu'ils étaient interrompus le 28 juillet 1961, à cause du Sahara bien sûr. Et ben le général de Gaulle, 10 jours après, le 17 octobre, a demandé les contacts, et ben le GPRA a répondu à Bâle, et la première vente s'est passée à Bâle. Et ben le GPRA a envoyé Reda Mbal, qui est toujours vivant, Mohamed Stek Ben Yahya, il est mort, et du côté du gouvernement français, il y a eu Bruno Delos et Claude Chaillet. Ils ont représenté De Gaulle. Donc sur la table, comme a écrit M. Reda Mbal, qui était vivant encore, il a dit, quand on s'est mis à table le 28 octobre à Bâle, il m'a dit la première question qu'on a posée, est-ce qu'on parle de l'indépendance de l'Algérie totale ou on parle d'une partie de l'Algérie? Alors donc Claude Chaillet a répondu, maintenant on est venu négocier sur l'intégrité du territoire algérien. Alors il a ajouté, je l'ai mis dans mon livre, tout ça je l'ai mis, hein. Alors il a dit que le général de
de Gaulle est très inquiet du mouvement de foule du 17 octobre 61. Donc ça prouve que c'est ça qui l'a dérangé, parce que la capitale, Paris, elle a été dérangée. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis efforcé à écrire avant de disparaître, pour que ces documents restent pour la génération future et pour la postérité, avec des faits, avec des documents de l'époque. J'avais même des rapports organiques financiers de l'époque que j'ai scannés pour prouver la fiabilité justement de la véracité de voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment, Moklichi, pour ce travail qui, je pense, qui est nécessaire, mais qui sera surtout très très utile. Merci. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci de m'avoir invité. Merci.